Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, tuerie de Karma. La CEDEAO qualifie de génocide le massacre qui, selon un nouveau bilan, a fait au moins 150 morts le 20 avril dernier dans cette région du nord du Burkina Faso. Partenariat entre le système de paiement et de règlement panafricain et l'Association africaine des bourses de valeur. Objectif de leur accord qui vient d'être signé, faciliter les paiements afin de favoriser les échanges commerciaux. Présentation officielle au Cameroun du Sawa Football Club, une présentation aux autorités traditionnelles de ce projet qui entend participer au développement du sport au niveau communautaire. Au moins 528 morts dans les combats depuis le début des affrontements le 15 avril au Soudan. Le dernier bilan officiel du ministère de la Santé fait également état de 4500 blessés et de plus de 4500 blessés et de 75 000 personnes déplacées. Un bilan terrible amené à s'alourdir car sur place, les combats se poursuivent malgré la prolongation ce vendredi du cessez-le-feu. Ces dernières heures, à Khartoum, des bombardements aériens et des tirs ont retenti près du quartier général de l'armée. Ces combats mettent face à face l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan aux très redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les deux camps s'accusent mutuellement de violer la trêve censée se tenir jusqu'à ce dimanche minuit. Il se désolidarise de la demande de retrait formulée par le mouvement de la société civile Yereolo, demande de retrait de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ceux qui ne souhaitent pas être associés à cette demande sont les corps constitués de la société civile de Gao au nord du Mali qui rassemble une dizaine d'organisations. Notre approche s'inscrit dans la droite ligne de la résistance des jeunes et des communautés de Gao de 2012 pour sauver l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali, souligne Yacouba Oumar, président de la Fédération des organisations de la résistance civile de Gao, principale ville du nord du pays où l'insécurité s'est imposée en raison des attaques terroristes. Cette sortie de la société civile intervient alors que l'ONU s'apprête à renouveler le mandat de la MINUSMA qui expire le 30 juin 2023. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque de Karma a été revu à la hausse, un bilan dramatique qui est désormais d'au moins 150 morts parmi les civils. Le massacre aurait été perpétré par l'armée burkinabé d'après les témoignages des survivants. L'ONU exige une enquête indépendante. De son côté, le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oumaro Sissoko Embalo, condamne l'attaque du 20 avril qu'il qualifie de génocide. Paul-Marcel Mayagui. 7 jours après le drame de Karma au Burkina Faso, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamne avec fermeté et indignation les attaques lâches et barbares qu'elle qualifie de génocide contre les populations burkinabées dans le nord du pays. En effet, le 21 avril 2023, une centaine de personnes ont été tuées dans la localité de Karma, située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Yatenga. Dans une déclaration sur son compte Twitter, le président bissau-guinéen et président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oumaro Sissoko Embalo, indique que les responsables de ces tueries seront identifiés et jugés par la Cour pénale internationale. Au nom de la CEDEAO, je condamne avec fermeté et indignation le génocide se perpétrant au Burkina Faso, dans la région de Karma. Avec mon entière compassion, je présente mes condoléances attristées aux familles et aux proches des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Les responsables de ces tueries seront identifiés et jugés par la Cour pénale internationale. Les survivants de ce massacre accusent des hommes habillés en tenue militaire d'avoir orchestré cette tragédie. Dans un communiqué publié le 27 avril 2023, le gouvernement burkinabé annonce l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame et d'y suivre de très près l'évolution de la situation. De leur côté, la communauté internationale et la société civile appellent à une enquête impartiale et au renforcement de la défense des droits humains et singulièrement la protection de la vie humaine. Souvent reproché à la CEDEAO de n'être virulent que lorsqu'il s'agit de condamner des coups d'État, lorsqu'il s'agit d'exiger les raccourcissements des transitions de personnes arrivées au pouvoir par des moyens autres qu'électoraux.
On a souvent reproché à la CEDEAO de n'être qu'un syndicat des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, la CEDEAO rectifie les tirs en condamnant des massacres devenus récurrents, notamment au Burkina Faso, en les condamnant de façon assez ferme. Cela montre que la CEDEAO peut s'occuper des problèmes réels qui touchent les peuples. Théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violence terroriste. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 victimes civiles et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. Face à cette situation, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé le 26 avril 2023 un décret de mobilisation générale d'une durée d'1 an. La Côte d'Ivoire et la Gambie signent 3 accords de coopération. Plusieurs secteurs sont concernés, dont celui de l'aérien ou encore celui de l'énergie. Ces accords ont été conclus lors de la visite cette semaine en Côte d'Ivoire du chef de l'État gambien, Adama Barrow, qui, avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, ont réaffirmé leur souhait de donner un nouvel élan à leur partenariat. Séverin Douque. La Côte d'Ivoire et la Gambie ont signé le 27 avril 2023 à Abidjan 3 accords de coopération. Des accords qui portent notamment sur les domaines aériens, énergétiques, mais aussi un accord qui définit le cadre général de coopération entre les parties en vue de renforcer leurs relations bilatérales pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction. Le sens de bonnes relations qui ont su être développées ici vont contribuer dans un sens beaucoup plus large à renforcer nos coopérations au niveau de la sous-région pour le bien-être encore une fois de nos populations. La signature de ces accords intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre les 2 États. En visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire, le président gambien Adama Barrow s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une première dans l'histoire pour un président gambien en exercice. Pour le président Ouattara, il est nécessaire de travailler au raffermissement et à la diversification de leurs relations, mais davantage d'œuvrer à l'établissement d'un environnement démocratique pour une sous-région plus stable. Et nous sommes convenus de souligner que la démocratie est la meilleure voie pour le développement. L'excellence de ces relations d'amitié et cette confiance en la démocratie dans nos 2 pays ne fera que renforcer le développement et l'intégration des économies de l'Afrique de l'Ouest. Le rapprochement entre les 2 États est de bon augure pour les économies de la sous-région CEDEAO. La Gambie préside notamment la commission de l'institution sous-régionale. Le commerce intra-africain en Afrique, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce. C'est faible comparé à l'Europe par exemple. En Afrique, il est donc urgent de doper les échanges et c'est justement l'objectif ultime de la zone africaine de libre-échange. Mais encore faut-il résoudre la problématique des systèmes de paiement. C'est là qu'intervient le système panafricain de paiement et de règlement et l'Association africaine des bourses de valeurs qui ont signé un accord qui vise à faciliter les paiements transfrontaliers. Les explications d'Eugène Chema et Laetitia de Bilong. Le système de paiement et de règlement panafricain s'étend aux bourses africaines grâce au protocole d'accord rendu public le 28 avril 2023, mais signé le 14 avril au Zimbabwe entre le directeur général du PAPS, Mike Ogbalo III, et Tapelo Tcheole, président de l'Association africaine des bourses de valeurs et PDG de la bourse du Botswana. Le PAPS permet depuis septembre 2021 aux opérateurs économiques de gagner du temps et de l'argent dans leurs échanges transfrontaliers en faisant leurs transactions en monnaie locale au lieu du dollar et de l'euro. La collaboration avec l'ASEAC a été la première organisation à mettre en place l'AELP avec comme objectif central le commerce transfrontalier. Le titre constitue une étape importante vers le déploiement du système de paiement et du règlement panafricain sur l'ensemble du continent. Notre tâche immédiate est de créer une équipe de travail constituée des représentants du PAPS et de l'ASEA afin d'identifier les moyens de faciliter le transfert de fonds entre les bourses africaines membres de l'ASEA. À cette fin, j'aimerais inviter les acteurs des marchés de capitaux concernés à se joindre à nous dans cette entreprise novatrice pour les entreprises et les communautés d'investissement africaines.
Ce partenariat entre l'ASEA et le PAPS est un prolongement du projet d'interconnexion des bourses africaines, dont le lancement de la première phase ciblant 7 places boursières couvrant 14 pays africains avait eu lieu en décembre 2022. Il connectera les marchés des capitaux africains en permettant également aux acteurs des places boursières de réaliser des gains en délaissant le dollar ou l'euro pour des monnaies locales dans le commerce transfrontalier des titres. But when I want to transfer funds Quand je veux transférer des fonds de Gisenyi au Rwanda à Goma en RDC, je dois passer par une banque correspondante à New York. 4 jours, 65 millions de dollars par exemple, se retrouvent ailleurs. En 2019, l'Afrique a géré via SWIFT 20,5 milliards de dollars de transactions. Nous avons une plateforme alternative. Nous avons introduit avec la vision de mon frère aîné, le professeur Orama, mon autre frère aîné, le docteur Adesina, nous avons introduit des outils pratiques pour permettre le commerce. 42 devises en Afrique, 5 milliards de dollars comme coût de la convertibilité des devises, le coût du commerce. Nous avons développé le système panafricain de paiement et de règlement pour permettre le commerce en monnaie locale. Infrastructure de paiement panafricaine, le PAPS a été mise en place par le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export pour faciliter les transactions intra-africaines et apporter une contribution importante à la matérialisation du projet du marché unique. Le partenariat avec l'ASEA vise aussi le déploiement du PAPS dans les pays membres de l'association, qui compte 9 bourses et une capitalisation boursière combinée à 1500 milliards de dollars. Médicaments, infrastructures, formation, le Burkina Faso se dit résolument engagé dans le renforcement de son offre de soins de santé. Le ministre de tutelle annonce la construction de nouveaux centres, la mise en place d'un dispositif de suivi des chantiers ainsi que le recrutement à venir de 15 000 agents de santé communautaires. Paul-Marcel Mayagui. Afin d'améliorer l'offre en matière de soins de santé, le gouvernement burkinabé a lancé en 2015 une opération de renforcement de sa carte sanitaire. Ceci avec la construction de bâtiments destinés à des formations sanitaires de dernière génération. Il s'agit notamment du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso et du centre de radiothérapie de la capitale. Plusieurs chantiers de construction d'hôpitaux de district sont également en cours dans plusieurs villes du pays. Peu satisfait de l'avancement global des différents chantiers, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jean-Claude Kargougou, a annoncé la mise en place d'un dispositif rigoureux de suivi des chantiers afin que les délais d'achèvement prévus entre décembre 2023 et 2025 soient respectés. L'état d'avancement des travaux n'est pas satisfaisant, il faut le dire. Mais nous avons insisté pour dire qu'il faut que le partenaire puisse faire comme l'État burkinabé, qui a respecté ses engagements jusque-là. Et donc il était extrêmement important qu'un nouveau planning des travaux nous soit transmis dès la semaine prochaine. Pour renforcer l'offre de soins de santé et garantir l'équité des soins sur l'ensemble du territoire burkinabé, le gouvernement annonce le recrutement de 15 000 agents de santé à base communautaire. Nous nous sommes rendus compte que dans les zones urbaines et périurbaines des grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, nous avons encore des gaps en matière d'accès aux services de santé, d'hygiène et de nutrition de qualité. Nous nous sommes rendus compte aussi que dans les zones à fort défi sécuritaire, avec la concentration des personnes déplacées internes, l'accès aux services essentiels de santé, d'hygiène et de nutrition se pose avec beaucoup d'acuité. C'est pour cela que le ministère de la Santé, dans sa réflexion, avec l'ensemble des parties prenantes, a estimé qu'il était extrêmement important de procéder à un recrutement massif de 15 000 agents de santé à base communautaire dans ces zones.
Au Burkina Faso, le nombre d'infrastructures sanitaires publiques est passé de 1887 en 2011 à 2060 en 2015 selon les données du ministère burkinabé de la Santé. Toutefois, d'énormes disparités en matière de couverture sanitaire persistent entre les zones urbaines et rurales. La construction de ces nouvelles infrastructures sanitaires devra améliorer la capacité de prise en charge avec 700 lits supplémentaires et un plateau technique aux standards internationaux. Retour maintenant sur la présentation officielle au Cameroun du club de football Sawa FC, club présenté jeudi dernier aux autorités traditionnelles. Il était question de présenter le projet et ses différents enjeux. Un projet sportif bien sûr, mais il est aussi question de transmission des valeurs quand on véhiculait le football. C'est un reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Oum. La cérémonie de présentation de l'équipe Sawa Football Club de Bonandalé a eu lieu le 27 avril 2023 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Une rencontre qui avait pour but de célébrer les joueurs et leur expliquer la profondeur du projet sportif communautaire, de transmettre aux joueurs et aux joueuses les valeurs de respect, de solidarité, de fair play et les règles de vie en groupe telles que la ponctualité, l'assiduité et la politesse. Le projet Sawa Football Club n'est pas nécessairement une contribution au sport. Les Américains appellent ça un give back to the community. C'est juste un désir de rendre à la communauté ce que la communauté nous a donné. Dans le cadre sportif, l'objectif du club est de faire connaître sa structure et ses activités, de continuer à donner du choix en termes de diversité de catégories et d'éducateurs de qualité ayant pour but la formation physique et morale des joueurs. Les interventions sur le pupitre de Roger Mila et de Joseph-Antoine Bell, deux des trois anciens lions indomptables présents, ont égayé les joueurs et supporters. Le staff administratif, les joueurs et encadreurs de Sawa FC de Douala ont reçu la bénédiction des ancêtres Sawa pour la bonne évolution du club. Les responsables ont eu droit à tout. À l'eau du cœur de l'estuaire, à une graisse spéciale qui émane du lion. Et cette graisse a été, disons, posée dans la paume de chacune des mains de chacun des joueurs et des responsables avec une dent de lion. Pour rappel, Sawa Football Club de Bonandalé, du président Yves Boulanga, a été créé en 2022 et est engagé depuis 2023 en championnat régional dans le département du Nkam, un des départements que compte la région du littoral au Cameroun. Cette saison, le club a un effectif de 55 joueurs, toutes catégories, féminines, masculines et jeunes, encadrés par une dizaine de techniciens. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.